Encore à son arrivée à Paris, on lui avait préparé deux endroits, l'hôtel de Lesdiguières près de l'Arsenal qui était un hôtel avec tout le confort et quelque chose de beaucoup plus fastueux au Louvre, c'était l'appartement d'Anne d'Autriche qui est sous la galerie d'Apollon du Louvre aujourd'hui. Mais il ne veut pas utiliser la grande chambre de la reine et il veut qu'on dresse son lit de camp dans une simple garde-robe. Alors là aussi, ça étonne énormément le monde. Петр был человек очень амбициозный в хорошем смысле этого слова и всегда делал только то, что он считал. Поэтому не хотел жить в апартаментах королевских и не жил. Ну, я уж не говорю о том, что у Петра была боязнь высоты, но он действительно к определенному роду интерьеров привык. Поэтому ему было все равно, что подумают о нем французы. Он хотел жить так, чтобы ему было удобно. Et puis, alors là, le séjour à Paris est marqué aussi par la rencontre avec Louis XV. Alors, Louis XV, à ce moment-là, 7 ans, c'est l'orphelin, c'est celui sur lequel il y a tous les espoirs de la France, et il a la chance d'avoir une figure, une taille d'une beauté extraordinaire. Il séduit tout le monde, c'est un enfant de 7 ans, et le tsar lui-même est séduit. Il est étonné d'abord d'avoir affaire à un enfant si petit. Il dit à son épouse, il écrit à son épouse que le petit roi est à peine plus grand que son nain Louki. Il a une figure très jolie et qu'il est très séduisant. Et dans un élan, je dirais presque paternel, il le prend dans ses bras et l'élève et en disant « J'espère que nous aurons un jour à être amis pour l'avenir des relations entre la France et la Russie ». Потом, вы очень правильно сказали и точно про его отношение к Людовику XV. Но в этом, наверное, кроется его несостоявшееся отцовство. Ведь практически его сын, маленький Петр Петрович, умер в младенчестве, царевич Алексей погиб, был убит, и Петр остался без наследника. Поэтому, а вдруг он вот в этом мальчике увидел и будущее России тоже, ведь не случайно он такие планы строил, выдать замуж Елизавету Петровну за Людовика XV не случилось, но чувства были абсолютно сформировавшиеся, отеческие, к ребенку, к мальчику. Alors là aussi, ça a frappé énormément les gens de la cour parce qu'on ne touche pas le roi. Donc cet élan de spontanéité a énormément surpris. Il est intéressant de voir ce que les chroniques nous disent des lieux qui ont été visités par Pierre le Grand. C'est d'abord des manufactures. La manufacture des Gobelins pour les tapisseries. Et il a envie qu'il y ait des lissiers français qui aillent à Saint-Pétersbourg, des peintres d'histoire qui aillent à Saint-Pétersbourg. C'est ensuite la manufacture du Faubourg Saint-Antoine pour les glaces. C'est ensuite les institutions françaises culturelles qui l'intéressent. Le Jardin du Roi, où il y a tous les savants qui travaillent sur les plantes et les animaux. L'Observatoire, où on travaille sur la question des longitudes, qui est la grande question du XVIIIe siècle. Le voyage à Paris, dans l'esprit de Pierre le Grand, a de multiples facettes. Une facette artistique indéniable, mais il y a aussi l'homme d'État qui se profile derrière l'esthète. А что касается его посещения во Франции всяких интересных вещей, мануфактур, производств, все это потом нашло продолжение в России. Это говорит о том, что Петр чувствовал себя не туристом, а хозяином. Он не просто смотрел, он осмысленно смотрел. Вот он посетил мануфактуру гобеленов, и в Петербурге была основана Петербургская шпалерная фабрика. Он увидел зеркальные залы, и в Петербурге, в России началось производство зеркал. Ведь в старой русской традиции смотреться в зеркало было запрещено. Церковь не разрешала смотреться в зеркало, считала это грехом. И Петр ломает обычаи и традиции и строятся первые дворцы с зеркальным убранством.